Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté chez Camus. Et nous savons qu'il y avait un conflit entre Camus et Sartre à propos de la base de la liberté. On va regarder dans cette vidéo comment Camus comprend la liberté et comparer un peu ses idées avec ceux de Sartre. Mais avant tout, c'est important que nous comprenions pourquoi la liberté était le sujet de cette époque où Camus et Sartre étaient jetés par le destin. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas la meurtrière des hommes seulement. Elle était la meurtrière surtout des idées et des valeurs. Lorsque le public lamentait des peuples, les philosophes comme Camus, Sartre, de Beauvoir, Simone Weil et Merleau-Ponty se concernaient avec le meurtre des valeurs. On ne peut jamais récupérer des gens, mais on peut toujours lutter pour des valeurs qui nous fassent humains. Bien sûr, il y avait beaucoup de valeurs qui auraient été choisies par ces philosophes. Mais comme nous allons regarder bientôt, il y avait quelques qui étaient les premières à reconstruire, par exemple ceux de la liberté, de la justice et du travail. Selon Sartre, les moyens justifient la fin. Et si nous mettons la liberté comme la fin, et même si nous avons besoin d'utiliser la violence comme des moyens pour achever la cause vertueuse de la liberté, nous devons le faire. Mais Camus n'est pas d'accord avec Sartre sur ce principe machiavélien. Ça importe quels moyens on utilise chez Camus pour achever la fin. Parce que le comportement et les perspectives avec lesquelles nous dépensons nos énergies pendant notre parcours en utilisant des moyens continuent jusqu'à la fin. Ça veut dire la fin a la même couleur comme des moyens. Même aujourd'hui, le débat des différences entre Sartre et Camus continue dans les journaux académiques. Nous laissons les chercheurs à se débattre sur ce sujet. Nous allons regarder maintenant comment Camus présente sa position sur la liberté, la justice et comment ces deux valeurs principales sont liées à notre manière de gagner du pain. Le 10 mai 1953, Camus avait l'opportunité de parler devant les travailleurs. Chez lui, la philosophie n'est qu'un déclencheur pour encadrer les problèmes quotidiens. Nous trouvons souvent parmi le recueil de ses écrits les allocutions devant les gens qui n'avaient pas le privilège de lire Marx, Smith, etc. Regardez bien comment Camus amène la philosophie à la terre. Imaginez-vous à la bourse de travail de Saint-Étienne, où cette allocution a eu lieu, et juste après s'être installé sur le podium, vous écoutez Camus commençant par ces mots. Citation. Si on additionne les violations et les multiples exactions qui viennent d'être dénoncées devant nous, on peut envisager un temps où, dans une Europe de concentrationnaires, il n'y aura plus que des gardiens de prison à liberté qui devront encore s'emprisonner les uns les autres. Quand il n'en restera plus qu'un, on le nommera gardien-chef. Et ce sera la société parfaite où les problèmes de l'opposition, cauchemar des gouvernements du XXe siècle, seront enfin et définitivement réglés. Ce n'est pas seulement une hypothèse. Comme Camus explique dans son essai, c'est un rêve de chaque gouvernement. Même aujourd'hui, nous voyons la tendance vers l'autocratie dans les pays partout.
Théoriquement, c'est facile de gérer un groupe s'il y a seulement une personne qui fait des lois. Et la même personne est aussi responsable pour ses erreurs. Et des lois peuvent changer immédiatement. Mais quand le groupe devient le groupe de citoyens, le problème de liberté des citoyens surgit tout de suite. Comme Camus explique ici, il y a cette inclination vicieuse dans l'accumulation du pouvoir. Plus une personne s'accumule le pouvoir, plus elle veut l'accumule, jusqu'au niveau où il reste le seul qui puisse s'exécuter. En autrement, chaque gouvernement idéalement veuille devenir ou ait la tendance de devenir l'autocratie. La question: qu'empêche le gouvernement de parvenir à cet étage? La condition humaine, c'est la réponse simple. C'est presque impossible de donner des ordres mot par mot et la personne ordonnée les suit sans parler un mot au contraire. Il y a un esprit dans l'être humain qui ne sait pas comment plier ses ailes. Par nature, l'être humain veut être libre, même s'il n'y a pas rien devant lui pour gagner. Le sentiment de la liberté est le sentiment fondamental d'être humain. Maintenant, le problème est devenu plus grave qu'avant. Si la liberté a tellement d'importance, alors comment l'autocratie est en train de réussir contre elle? Camus accepte cet enjeu parce qu'il a la réponse déjà préparée à cette question. Il dit, citation: si la liberté est aujourd'hui humiliée ou enchaînée, ce n'est pas parce que ses ennemis ont usé de traîtrise. C'est parce qu'elle a perdu son protecteur naturel, justement. Oui, la liberté se trouve veuve, mais il faut le dire parce que cela est vrai. Elle est veuve de nous tous. La liberté est veuve de nous tous. Un rappel, c'est une allocation devant les travailleurs. En cas particulier, ce nous leur concerne. En cas général, ce nous concerne. Pourquoi la liberté est en défensive? À cause de notre paresse. Nous la tenons pour acquis. Nous espérons que nos politiciens vont un jour trouver une résolution de tous nos et tous leurs problèmes. Est-ce que c'était le cas dans l'histoire? Comment peut-on comprendre la révolution de 89? Camus décrit les vrais protecteurs de la liberté comme si. Citation: la liberté et les fers des opprimés et ses protecteurs traditionnels sont toujours sortis des peuples opprimés. Ce sont les communes qui, dans l'Europe féodale, ont maintenu les ferments de liberté. Les habitants des bourges et des villes qui l'ont fait triompher fugitivement en 89. Et à partir du 19e siècle, ce sont les mouvements ouvriers qui ont pris en charge le double honneur de la liberté et de la justice dont ils n'ont jamais songé à dire qu'elles étaient inconciliables. Ce sont les travailleurs manuels et intellectuels qui ont donné un corps à la liberté et qui l'ont fait avancer dans le monde jusqu'à ce qu'elle devienne le principe même de notre pensée, l'air dont nous ne pouvons plus nous passer, que nous respirons sans y prendre garde, jusqu'au moment où, privés de lui, nous nous sentons mourir. En parlant de la liberté, c'est obligatoire que Camus mentionne les mouvements ouvriers. Pour comprendre la société, nous devons fixer nos yeux sur la circulation d'argent. Qui gagne et combien? Qui dépense et pourquoi?
Chaque personne qui travaille pour l'argent est par définition un travailleur. Mais nous avons deux catégories, des employeurs et des travailleurs. Des employeurs, bien sûr, donnent du travail au public, mais comme tout le monde sache, l'employeur travaille pour gagner de l'argent. Il ne puisse rien faire sans des ouvriers. Les travailleurs sont toujours au cœur de la circulation d'argent. S'ils veulent changer le destin de leur société, ils doivent comprendre, selon Camus, que le sang du roi arrêterait dans ses veines s'ils disent assez de votre pouvoir. C'est nous qui allons décider comment la circulation d'argent serait gérée. Voilà le résumé de la révolution bourgeoise de 89. Mais M. Camus va continuer à expliquer comment la liberté, même avec cette structure de la société, reste un recul. Il continue. Citation. Et si aujourd'hui, si une si grande part du monde, elle est en recul, c'est sans doute parce que jamais les entreprises d'asservissement n'ont été plus cyniques et mieux armées. Mais c'est aussi parce que ces vrais défenseurs, par fatigue, par désespoir ou par une fausse idée de la stratégie et de l'efficacité, se sont détournés d'elle. Oui, le grand événement du XXe siècle a été l'abandon des valeurs de liberté par le mouvement révolutionnaire, le recul progressif du socialisme, de liberté devant le socialisme césarien et militaire. Dès cet instant, un certain espoir a disparu du monde. Une solitude a commencé pour chacun des hommes libres. Un vrai historien ne parle pas seulement des événements qui vont bouillir des idées de la révolution parmi des gens. Il n'est pas un propagandiste des mouvements. Il sache comment le monde fonctionnait. Si on parle de la révolution de 89, on doit aussi rappeler la terreur de 93. Edmund Burke ne considérait pas la révolution de 89 comme une vraie révolution parce qu'il voyait les conséquences. Il voyait la fortune de Robespierre. Il voyait l'histoire comme il faut. Camus nous rappelle ici une autre tendance des mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire après être parvenu au sommet, le rocher puis seulement aller vers la base. Les deux, les ouvrières et les employeurs, soit privés, soit du gouvernement, étaient affaiblis économiquement par la guerre dévastatrice. Mais la condition des ouvrières était la pire possible. Et ça a donné l'opportunité aux entreprises d'asservissement de devenir mieux armées de stratégies de manipulation. Et voir les ouvrières tourner leurs attentions vers le socialisme de liberté, il était en train de devenir un des pires ismes qui existait en Europe, le stalinisme. C'est la raison à cause de laquelle Camus semble pessimiste ici. Le monde rempli des idées d'autocratie avalait les espoirs des hommes libres à ce moment-là. C'est pas la fin de la peinture désespérée des années 50. Camus est enragé par des fausses idées de bourgeoisie. En rappelant son essai Le mythe de Sisyphe, il continue à décrire la gravité de la situation. Citation. Il est bien vrai qu'il n'y a pas de liberté possible pour un homme arrivé autour toute la journée et qui, le soir venu, s'entasse avec sa famille dans une seule pièce. Mais c'est là qu'on donne une classe, une société et la servitude qu'elle suppose. Non, la liberté elle-même, dont le plus pauvre d'entre nous ne peut se passer. Car même si la société se trouvait transformée subitement et devenait décente et confortable pour tous,
Si la liberté n'y régnait pas, elle serait encore une barbarie. Et parce que la société bourgeoise parle de la liberté sans la pratiquer, faut-il donc que la société ouvrière renonce aussi à la pratiquer, en se vantant seulement de n'en point parler? Nous avons déjà fait une vidéo sur le mythe de Sisyphe. Chaque fois que nous parlons de la condition de travailleur, nous nous souvenons de ce mythe encore. Ici, nous trouvons l'application de ce mythe en comprenant pourquoi c'est difficile pour des ouvrières de déchaîner leur destin du tournant du monde absurde et changer son cours. La condition du travail ne permet personne même à penser de la révolution. Le destin des ouvriers est enchaîné au destin de la société bourgeoise, où on peut dire particulièrement la liberté des ouvrières dépend sur les idées de la liberté dans les esprits de ceux qui appartiennent à la classe bourgeoisie. Et cette classe-ci a une manière particulière afin d'adoucir le sentiment de la révolution parmi des ouvriers. Comme Camus décrit ici, il parle, mais il ne fait rien. Et voir s'il décide d'en parler, c'est en utilisant des mots et des idées qui n'ont aucune relation avec la condition misérable d'ouvrier. Il y a un écart concernant la rhétorique de la révolution entre des entreprises et ceux qui y travaillent. Et cet écart est évalué pendant l'histoire de l'humanité. Et malheureusement, il continue à élargir à ce moment-ci. Selon Camus, la liberté bourgeoise ne pourrait jamais être la vraie liberté des ouvriers, vers qui doivent les ouvriers tourner leurs espérances. La classe bourgeoise n'y est pas intéressée. Est-ce qu'ils pourraient trouver leur droit de liberté dans les droits des organisations comme l'UNESCO peut-être? Camus n'est pas seulement un vrai historien. Il connaît bien ces organisations et leur double standard de l'humanité, comme il explique ici. Citation. Pour finir, ce qui caractérise le monde où nous vivons, c'est justement cette dialectique cynique qui oppose l'injustice à l'asservissement et qui renforce l'une par l'autre. Lorsqu'on fait entrer dans le palais de la culture Franco, l'ami de Goebbels et de Himmler, Franco, le vrai vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, à ceux qui protestent et disent que les droits de l'homme inscrits dans la charte de l'UNESCO sont ridiculisés tous les jours dans les prisons de Franco. On répond sans rire que la Pologne est aussi à l'UNESCO. Et qu'on fait de respect des libertés publiques, l'une ne vaut pas mieux que l'autre. Argument idiot, bien sûr. Camus enlève même sans rire ici. Ces organisations qui donnent à l'humanité ses droits ne pourraient jamais être libres elles-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, regardez bien la circulation de l'argent dans ce monde pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Je vous donne un exemple maintenant. Je vous donne les 5 pays et leur proportion des contributions aux Nations Unies. Première, les États-Unis, 28%. Deuxième, la Chine, 16%. Troisième, le Japon, 9%. Quatrième, l'Allemagne, 6%. Cinquième, le Royaume-Uni, 6%. Ça fait presque 65% de contribution monétaire aux Nations Unies. Camus avait raison. Il y a 70 ans. Et le même problème persiste aujourd'hui. Comment c'est possible que l'organisation qui soit
installé par une poignée de pays puisse résoudre objectivement des problèmes de la liberté, la justice et surtout les problèmes des opprimés. Ces organisations qui ont été créées par des oppresseurs d'aujourd'hui ne pourraient jamais penser de la liberté des opprimés. C'est la raison pour laquelle on a besoin de lire Camus aujourd'hui. Même si la liberté est en recul, nous avons besoin de garder ces idées et regarder en avance, comme Camus dit ici. Citation. Le mot d'ordre d'aujourd'hui pour nous tous ne peut être que celui-ci. Sans rien céder sur le plan de la justice, ne rien abandonner sur celui de la liberté. En particulier, les quelques libertés démocratiques dont nous jouissons encore ne sont pas des illusions sans importance et que nous puissions nous laisser ravir sans protester. Elles représentent exactement ce qui nous reste des grandes conquêtes révolutionnaires des 2 siècles derniers. Elles ne sont donc pas, comme tant d'astucieux démagogues nous le disent, la négation de la vraie liberté. Il n'y a pas une liberté idéale qui nous sera donnée un jour d'un coup, comme reçoit sa retraite à la fin de sa vie. Il y a des libertés à conquérir, une à une, péniblement, et celles que nous avons encore sont des étapes, insuffisantes à coup sûr, mais des étapes cependant sur le chemin d'une libération concrète. Si on accepte de les supprimer, on n'avance pas pour autant. On recule au contraire. On revient en arrière. Et un jour à nouveau, il faudra refaire cette route. Mais ce nouvel effort s'accomplira une fois de plus dans le sueur et le sang des hommes. Regardez bien comment Camus veut que nous fassions attention à 2 principes, la liberté et la justice. Il n'y a pas de liberté sans justice. C'est la raison pour laquelle les révolutions du passé n'ont pas réussi à maintenir l'harmonie dans la société. Bien sûr, nous avions beaucoup de cris pour la liberté, mais son vertige nous a fait oublier que nous luttions pour la liberté afin de créer une société où la justice nous guide. Les sentiments et les idées de la liberté sont très forts. Ils montent la chaleur du sang facilement, mais nous perdions plus que nous gagnions. Avec la condition sous laquelle les travailleurs se trouvent, avec leurs occupations, avec leurs chaînes, avec toutes les limites que les gouvernements mettent en place pour leur empêcher d'avancer dans leur but, c'est pas possible pour personne de leur arrêter de penser et travailler lentement sur cette route. Camus nous rappelle une fois de plus pourquoi les idées de la liberté en offre ne sont pas suffisantes. Citation. Non, choisir la liberté aujourd'hui, ce n'est pas comme un Kretchenko passer de l'état de profiteur du régime soviétique à celui de profiteur du régime bourgeois. Car ce serait au contraire choisir 2 fois la servitude et condamnation dernière, la choisir 2 fois pour les autres. Choisir la liberté, ce n'est pas comme on nous le dit, choisir contre la justice. Au contraire, on choisit la liberté aujourd'hui au niveau de ceux qui partout souffrent et luttent, et là seulement. On l'a choisi en même temps que la justice, et à la vérité, désormais, nous ne pouvons plus choisir l'une sans l'autre. Si quelqu'un vous retire votre pain, il supprime en même temps votre liberté. Si quelqu'un vous ravit votre liberté, soyez tranquille, votre pain est menacé. Car il ne dépend plus de vous et de votre lutte, mais du bon plaisir d'un maître. La misère croît à mesure que la liberté recule dans le monde. Et inversement.
La plupart des idées de la liberté nous enforcent une forme de la servitude à l'autre. Seulement les noms changent. Avant-hier, c'était les valeurs de la bourgeoisie. Hier, c'était le socialisme. Aujourd'hui, c'est la démocratie. Demain, ça serait la technologie. Et après demain, nous regarderions un nouveau moyen d'esclavage. Les chefs des entreprises ont l'hégémonie suprême sur un levier le plus important pour les ouvriers. Il s'appelle le pain. Au nom du pain, celui-là peuvent offrir leurs idées de la liberté. Et si les ouvriers ne les achètent pas, ils seraient considérés comme des valeurs aberrantes. Si on pense que Camus parle seulement des valeurs métaphysiques, c'est pas vrai. Il connaît bien comment elles sont liées à notre vie quotidienne. Il continue. Citation. J'ajouterai pour finir que séparer la liberté de la justice revient à séparer la culture et le travail, ce qui est le péché social par excellence. Le désarroi du mouvement ouvrier en Europe vient en partie de ce qu'il a perdu sa vraie patrie, celle où il reprenait force après toutes les défaites et qui était la foi dans la liberté. Mais de même, le désarroi des intellectuels européens vient de ce que la double mystification bourgeoise et pseudo-révolutionnaire les a séparés de leur seule source d'authenticité, le travail et la souffrance de tous, les a coupés de leurs seuls alliés naturels, les travailleurs. Je n'ai jamais reconnu, quant à moi, que deux aristocraties, celle du travail et celle de l'intelligence, et je sais maintenant qu'il est fou et criminel de vouloir soumettre l'une à l'autre. Je sais qu'elles deux, elles ne font qu'une seule noblesse, que leur vérité et surtout leur efficacité sont dans l'union, que séparées, elles se laisseront réduire une à une par les forces de la tyrannie et de la barbarie, mais que, réunies au contraire, elles feront la loi du monde. Ces mots sont visés aux intellectuels. Les philosophes pensent qu'ils sont libres des idéologies de la classe dirigeante parce qu'ils sont à côté de la théorie. Rappelez-vous comment Platon adorait et voulait que le monde doit fonctionner comme sa théorie pour faciliter la paix partout dans le monde. Les intellectuels ne se considèrent pas dans les rangs d'ouvriers. Selon Camus, un philosophe ou même un penseur en général qui se détache des valeurs d'ouvrier ne mérite pas d'être un philosophe. Il n'y a aucune différence entre le travailleur qui travaille dans la rue et un philosophe qui travaille dans sa chambre. Camus continue cette discussion des intellectuels et nous donne un standard pour séparer le vrai philosophe du philosophe faux. Citation. C'est ainsi que selon moi, il y a pour un intellectuel de façon de trahir aujourd'hui. Dans les deux cas, il trahit parce qu'il accepte une seule chose, cette séparation du travail et de la culture. La première caractérise les intellectuels bourgeois qui acceptent que leurs privilèges soient payés de l'asservissement des travailleurs. Ceux-là disent souvent qu'ils défendent la liberté, mais ils défendent d'abord les privilèges que leur donnent et au sol la liberté. La seconde caractérise des intellectuels qui se croient à gauche et qui, par méfiance de la liberté, acceptent que la culture et la liberté qu'elle suppose soient dirigées sous le vain prétexte de servir une justice à venir. Dans les deux cas, qu'on soit profiteur de l'injustice ou renégat de la liberté, on ratifie, on consacre la séparation du travail intellectuel et manuel qui voue à l'impuissance à la fois le travail et la culture. On ravale en même temps la liberté et la justice.
Vous avez bien expliqué, Monsieur Camus, des idéologies, des violences du XXe siècle, des différences entre vrai ou faux. Donnez-nous une règle simple de notre action. Camus, en 1953, devant les travailleurs, les vrais hommes et femmes du monde sur les épaules de qui repose le poids des valeurs de la société, simplifie la règle de notre action avec ces mots. Citation. La règle de notre action, le secret de notre résistance peut alors se formuler simplement. Tout ce qui humilie le travail humilie l'intelligence et inversement. Et la lutte révolutionnaire, l'effort séculaire de libération se définit d'abord comme un double et incessant refus de l'humiliation. N'acceptez jamais l'humiliation, c'est simple, même si nos pain est en jeu. Je vous dis au revoir avec les mêmes mots avec lesquels Camus partait le podium. Citation. Non, les colommes de la paix ne se perchent pas sur les potences. Non, les forces de la liberté ne peuvent pas mêler les fils des victimes avec les bureaux de Madrid et d'ailleurs. De cela au moins, nous serons désormais bien sûrs, comme nous serons sûrs que la liberté n'est pas un cadeau qu'on reçoit d'un État ou d'un chef, mais un bien que l'on conquiert tous les jours, par l'effort de chacun et l'union de tous. Vive la liberté. Merci tout le monde.